Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Un soir, mon patron vient me voir et me dit ce soir, on dîne ensemble. Je dis ah non, ce soir, je suis désolée. Merci beaucoup, mais ce soir, je suis désolée, j'ai déjà un dîner, je peux pas. Et il me dit je crois que t'as pas compris. T'es en stage dans mon cabinet, donc ce soir, on dîne ensemble. Et là, je fais ah pardon, je savais pas. D'accord, bien sûr, on dîne ensemble, aucun problème. Mais du coup, vous allez rentrer tard. Pour votre femme, vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez que je l'appelle pour la prévenir ou vous voulez préférer que ce soit vous qui le fassiez? Bienvenue dans Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui dévoile les coulisses de l'engagement et qui met en lumière les ONG. Dans les épisodes de cette deuxième saison, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités, des femmes et des hommes connus du grand public qui ont choisi de mettre leur notoriété au service de grandes causes. Mon invité ne se destinait pas à monter sur scène, ou en tout cas pas sur le type de scène qu'elle arpente régulièrement, avec succès, depuis plusieurs années. Non, mon invité a suivi un parcours plutôt classique, de ces parcours dont rêvent les parents, lycée, fac de droit à la Sorbonne, licence, puis master, école d'avocat, et une belle carrière devant elle. Oui, mais, même chez les avocats, on sait s'amuser. Et mon invité s'inscrit à la troupe de théâtre de l'Union des jeunes avocats. Une troupe qui fait des sketchs sur le quotidien du barreau de Paris. Et c'est une vocation qui ne la lâchera plus, puisqu'elle a abandonné les prétoires pour exercer son art de la parole de manière différente. Car c'est par l'humour que mon invité a remplacé ses plaidoiries. Et dans ses spectacles, elle porte haut la cause féministe. Dans le dernier, elle s'attaque aux violences faites aux femmes. Ne manquant jamais de répartie, à la réflexion, je te préférerais quand tu avais des talons. Elle répond du tac au tac, eh bien moi je te préférerais quand tu avais des abdos. Je me réjouis d'avance de l'échange que je vais avoir avec mon invitée, l'humoriste Caroline Vigneault. C'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes? L'invité du jour. Bonjour Caroline. Bonjour. Pour nos auditeurs qui te connaissent avant tout comme humoriste, voici quelques éléments marquants de ton parcours pour lancer la discussion entre nous. Quand tu es parti de ton cabinet d'avocat pour faire des spectacles, je parie qu'il ne voulait pas y croire. Raconte-moi. Il ne pouvait pas y croire puisque je ne l'aurais pas dit. Quand j'ai démissionné, mon patron m'a demandé pourquoi et je lui ai dit, parce que expliquer à quelqu'un que vous quittez un vrai métier pour vous lancer dans une nouvelle carrière d'humoriste, alors que vous connaissez personne, que vous ne savez même pas comment même vous-même vous allez le faire, c'était compliqué. Donc je lui ai dit que je quittais le métier pour faire un point sur ma vie. Et évidemment, il n'y a pas cru parce que ça se voyait comme le nez au milieu du visage. Donc lui, il était persuadé que j'allais dans un autre cabinet, que j'avais été chassée par un cabinet de chasseurs de tête et que j'étais partie à la concurrence. Et donc il m'a proposé une augmentation pour que je reste. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé d'abandonner tout ça pour te lancer dans la grande aventure sans savoir si ça allait marcher en plus? Une folle envie, un truc fort. D'ailleurs, quand mon patron m'a proposé cette augmentation, il faut savoir que j'ai aussi un de mes plus gros clients qui était une compagnie d'assurance qui me proposait de me prendre en direct pour que je puisse monter mon propre cabinet, c'est tout ce dont je rêvais. Ces deux trucs-là sont arrivés à ce moment-là et pendant longtemps, je me disais c'est pas juste que ça arrive à ce moment-là, parce que ça rend ma décision encore plus difficile. Et en fait, c'était merci l'univers, parce que ça m'a permis, alors que j'avais ça, d'y aller quand même, ce qui a pu. C'est comme si quelqu'un était venu tester ma volonté de changer de vie. Parce que les gens pensent que quand on change de vie, le plus dur, c'est de prendre la décision et de sauter. Et je dis, c'est pas le plus difficile. C'est une décision qui est difficile à prendre, mais c'est vraiment pas le plus dur. Le plus dur, c'est qu'une fois que tu as sauté, et que ça ne va pas se passer comme tu as prévu, que ça va prendre beaucoup plus de temps et qu'il va y avoir des moments très durs où tu te dis pourquoi j'ai fait ça, c'est de maintenir le cap. Et moi, ce qui m'a donné envie de changer de vie, c'est déjà de réaliser que j'étais mortelle. Parce que on vous le dit, vous le savez comme ça, mais jusqu'au jour où j'ai fait face à la mort avec la mort de mon grand-père, qui est mort dans les Vosges, j'étais à côté de lui, je lui tenais la main, il y avait on le veillait, enfin bon, c'était un moment un peu particulier. Et ça a duré plus d'une semaine, il était mourant. Et donc pendant cette semaine où mon grand-père est mourant, moi je passe une semaine à lui tenir la main et le temps est long, le silence est épais. Donc évidemment, vous pensez. Je me souviens m'être dit, mais à quoi on doit penser à ce moment-là de sa vie, quand on sait que c'est la fin?
Ça doit être terrifiant. En même temps, le corps est fatigué. Je voyais que mon grand-père, il souffrait, il avait mal. Donc, je pense que la vieillesse, elle est faite pour ça aussi, c'est d'accepter plus facilement de partir, peut-être. Et là, j'ai une espèce de révélation. Je me dis, la pire chose qui doit pouvoir t'arriver, à mon sens, c'est qu'à ce moment-là, tu te dises, et merde, je voulais faire ça et j'ai pas pris le temps de le faire. Et là, c'est trop tard. Ah ouais. Et partir avec ce regret-là, te dire, alors c'est pas forcément un changement aussi violent que le mien, mais ça pouvait être, je sais pas, voulais faire du violon. Et j'ai jamais pris le temps d'apprendre le violon. Et je me suis dit, là, faut pas que ça m'arrive. Donc là, premier bilan de ma vie, ce jour-là, je me dis, bon, ok, où j'en suis, quel âge j'ai, qu'est-ce que je fais, je suis avocate, je gagne bien ma vie, mes études, tout ça, tout va bien, Paris, super, ok, top. Et la phrase d'après, c'est, mais est-ce que tout ça, ça suffit à remplir ta seule et unique vie? Et là, je fais, non. Je peux pas avoir juste été avocate et mourir en me disant, t'as été avocate et super. Je dis, ok, c'est quoi le big rêve de Caroline Vigneault? Qu'est-ce qui te ferait rêver, meuf? Alors, il paraît que tu joues les grandes décisions de ta vie à pile ou face. Et puis, tu décides. C'est vrai, ça? Ça, c'est vrai. Mais attention, je précise, parce que pour les gens qui écoutent, qui ne connaissent pas cette technique, pile ou face, c'est important. C'est-à-dire que la décision première que je vais prendre, c'est est-ce que oui ou non je change de vie. Parce qu'au moment où je dois changer de vie, c'est je reste avocate ou je change de vie. Et je vais mettre 3 semaines à prendre cette décision, vraiment. Et pendant ce 3e moment, j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à manger. Et à un moment, je me dis, bon, ça suffit, là, ça fait 3 semaines, je vais crever. Maintenant, tu prends une décision et tu t'y tiens. Donc, pile ou face. Et au moment où je regarde le résultat, c'est pas le résultat qui compte. C'est qu'est-ce que je ressens face à ce résultat. Est-ce que je suis déçue ou est-ce que je suis contente du résultat? Et en fait, c'est un moyen technique hyper efficace d'arriver à brouiller et à retrouver le chemin et de paralyser son cerveau de tout ce que les gens vont penser, la société, le machin. Oui, mais si je dis ça, oui, mais non. Qu'est-ce que moi, je ressens, moi, profondément? Et avec pile ou face, et tout de suite, je regarde le résultat, et tout de suite, vous l'avez là. Oh merde, ou oh, yes! Ah ouais, c'est une belle technique, C'est ça. une super technique qui vous permet de savoir, au fond de vous, ce que vous voulez. Vous, vraiment. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ce moment-là. La question sérieuse. Alors, comme l'engagement, c'est quelque chose de sérieux, Caroline, dans ce podcast, je voudrais mettre en avant quelques-uns de tes engagements. D'abord, on va commencer par toi, enfant. Comment elle était, la petite Caroline, enfant? Est-ce qu'elle était touchée par des injustices particulières ou est-ce que son univers était tout beau, tout rose? Mon univers était tout beau, tout rose, sauf que moi, j'étais malheureuse. Parce que dans cet univers tout beau, tout rose, je trouvais pas ma place. Et on n'arrêtait pas de me dire que j'étais pas comme il fallait. Et que j'étais... Cette phrase m'a marqué toute mon adolescence, que j'étais pas une fille bien. Je sais pas ce que c'est qu'une fille bien, mais en tout cas, c'était pas moi. Et ça me rendait folle parce que j'avais l'impression d'essayer désespérément de faire ce qu'il fallait et j'y arrivais pas. Et j'étais trop exubérante, trop bruyante, trop bavarde, trop. J'ai vécu des choses difficiles pour une fille. Et en fait, j'ai détesté être une fille. Et je voulais être un garçon. J'ai pas le choix, j'étais une fille. Et je trouvais que c'était injuste. Voilà, la première injustice, c'est pourquoi moi je suis née fille. Tu as grandi avec une éducation catholique assez stricte. Quelles étaient les valeurs qui étaient défendues dans ton enfance? Et alors, du coup, que tu reconnaissais peut-être pas forcément? Alors, des valeurs essentielles et magiques et aujourd'hui que je donne à mes enfants, que je transmets. Hein. Mais il y avait une inégalité de traitement entre les filles et les garçons. Et je trouve que les garçons avaient beaucoup plus de liberté que les filles d'être comme ils voulaient. Ouais. Nous, on avait une obligation de correspondre déjà petite. Moi, je me souviens des premiers sentiments d'injustice. C'est quand on pousse tes cousins à monter aux arbres, à sauter de l'arbre. Faut pas avoir peur, t'es pas une gonzesse, allez! Et moi, qui dis, ouais, trop bien, je vais y aller. Non, toi, tu ta robe à smoke blanche. Tiens, prends les crayons, vas-y, dessine et chut, sois sage. On connaît les causes qui te parlent via tes spectacles, notamment la cause féminine. Est-ce que tu te définirais comme une féministe, et je dirais plutôt d'ailleurs une féministe optimiste? Alors, j'ai toujours dit que j'étais une féministe optimiste. J'avoue que depuis quelques mois, mon optimisme a pris quand même un peu de plomb dans l'aile. Et alors que j'avais vraiment l'impression que c'était trop lent, mais qu'on allait dans la bonne direction. Là, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mon optimisme, il a été vrai. C'est plus compliqué là. Quelles autres causes pourraient inspirer le thème d'un prochain spectacle? Il y en a tellement. Mais là, j'avoue que je suis très, très intéressée par la nourriture.
Et le fait qu'on ait une espèce qui s'empoisonne elle-même parce que les grosses sociétés, la bouffe ultra transformée avec les produits chimiques, on est en train de découvrir seulement maintenant. Parce que, en fait, c'est fou, mais on pensait absolument pas que ce soit possible. Moi, je pensais pas que des sociétés qui fabriquent de la nourriture pouvaient en avoir rien à foutre de leur propre espèce au point où foutre des produits toxiques dedans, mais tant que ça rapène du pognon, on s'en moque. Ouais, j'ai vu un documentaire sur Arte où elles font travailler vraiment des experts qui calculent quoi mettre dedans dans cette nourriture transformée pour te rendre addict en fait. Et te faire manger, même si t'as pas faim, le matin, au milieu de la matinée, C'est au très milieu simple, de l'après-midi. Il suffit de retirer tous les nutriments et mettre du sucre à la place. Le sucre, ça rend addict. C'est que le sucre rendait encore plus addict que l'héroïne. On en est là. Et on l'a tous ressenti. Moi, la première, d'un seul coup, vous avez envie d'un truc sucré. Et ça vous prend et vous dites, j'ai envie de chocolat, j'ai envie d'un truc, voilà. Et ça voilà, et dès que vous le prenez, il y a ce petit moment d'apaisement de, je me sens mieux, c'est cool. Ça me fait du bien ce truc sucré. Non, en fait, c'est juste ton cerveau qui te réclame ça. Et dans la nature, il n'y a pas de sucre. Est-ce que dans ta vie d'avocate, tu as été confrontée à des questions qui te donnaient envie de bouger, d'avancer, je sais pas, des différences salariales entre femmes et hommes, des causes que tu as défendues qui t'ont un peu... tu t'es dit, j'ai envie d'aller au-delà de ça, quoi. J'ai envie de me bouger pour que ça change. Ce qui m'a le plus choquée, je crois, en tant qu'avocate, c'est quand j'ai découvert... déjà que quand vous devez défendre... Moi, j'étais commise d'office, okay, donc je défendais beaucoup de gens en criminel. Donc criminel, c'est à Paris, on va dire, 80% de viols, 10% de meurtres et 10% de braquage. En gros, je le fais schématiquement. Donc beaucoup de violeurs. Et ce qui m'a vraiment choquée, c'est que quand on parle avec eux, quelqu'un qui est accusé de viol, et il vous dit mais pourquoi criminel, je comprends pas. J'ai tué personne. Je dis mais parce que le viol, c'est un crime. Quoi, violer une meuf, c'est un crime? Et je dis il y a quand même un vrai problème d'éducation. C'est-à-dire que j'ai trouvé que beaucoup d'hommes trouvaient que oui, c'est vrai que c'est pas génial de faire ça, mais ça va. Pas non plus, je l'ai pas tué, quoi. Et vraiment, du coup, ça m'a un peu choquée. Donc, je me suis dit, il y a un vrai problème d'éducation que j'ai essayé, moi, de parler, d'éduquer mes clients. Et je me suis dit, bon, c'est pas ce biais-là. Il va falloir voir plus gros, plus fort. Et c'est pour ça que j'ai utilisé l'humour pour me dire, je pense que c'est un vecteur pour informer qui est plus efficace qu'un par un en tant qu'avocate. Ton dernier spectacle aborde les violences faites aux femmes et comme un nombre incalculable de femmes, t'en as été victime. T'as le courage d'en parler sur scène. Pour moi, c'est un vrai engagement parce qu'il faut le refaire tous les jours. Donc déjà, il faut oser l'annoncer publiquement et ensuite, il faut le répéter tous les jours. Et il y a peut-être des jours où on n'a pas envie de le ressasser. Ça doit être assez violent. Mais pourtant, ça a eu un véritable impact sur ton public. Quel regard ont porté ta famille, tes enfants sur ce que tu dénonces ? J'imagine que tu les as prévenus avant. Alors, dans l'ordre, est-ce que vous avez utilisé le mot courage ? Et ça me fait plaisir, mais je le ressens pas du tout comme ça, parce que moi, quand je l'ai vécu, j'en ai parlé à personne, parce que j'avais honte pendant des années. Et quand il y a eu la vague MeToo, après, j'ai utilisé le courage de ces femmes qui ont dit « moi aussi », MeToo, c'est ça, hein, pour moi aller mieux. Et grâce à leur courage, à une époque où dire « moi aussi », c'était très violent, elles en ont pris plein la gueule, toutes ces femmes. Et quand j'ai vu tout ce qu'elles mangeaient, les violences, et elle dit ça c'est pas, c'est une menteuse, c'est ceci, cela. Moi, j'ai pas eu le courage de dire moi aussi. Et j'ai continué à me cacher en utilisant leur courage et en disant rien. Et j'ai fait Croque la pomme, qui est un spectacle féministe très engagé. Et donc les journalistes me disaient tout le temps, oui, mais d'où vient cet engagement féministe ? Je parlais de plein de choses, mais pas de ça. Et du coup, j'ai senti la lâcheté monter en moi. Et c'est parce que j'étais étouffée par la lâcheté que j'ai trouvé le courage d'aller dire moi aussi, et aussi parce que là j'ai dents, et parce que je me suis construite, que j'ai trouvé la force, je sais pas si c'est du courage, en tout cas la force de me dire ok, je vais y aller, je vais le dire, et je vais assumer toutes les horreurs qui vont avec, que je vais me prendre dans la gueule. Mais je laisse ce message à toutes les femmes qui n'osent pas le dire, moi je vous comprends, parce que c'est très dur de le dire. J'ai choisi de le dire dans un spectacle. Et pour être totalement honnête, j'ai choisi ça parce que je me suis dit, comme ça, je vais le faire avec mes mots dans mon univers pour me protéger un peu. Mais j'ai pas anticipé le fait que j'allais le dire tous les soirs. C'est fou, j'ai pas du tout anticipé ça. Ah ouais. Et ça m'abîme tous les soirs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un soir où quand mon spectacle arrive à ce moment-là, j'ai envie de le faire. Tous les soirs, je prends une décharge violente dans mon corps que je n'aime pas. Mais je le fais vraiment parce que je sais que c'est utile.
et je sais pourquoi je le fais. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai fait la mise en scène, mais c'est mon subconscient. Mais il se trouve que dans mon spectacle, il y a un seul moment où je parle pas. C'est juste après ce passage, il y a une petite piste audio qui dure 10 secondes. Oui. Et ces 10 secondes-là, elles me sont indispensables Pour respirer. parce que je fais tout ça en apnée, et me dire, oh, allez, maintenant tu reviens dans le spectacle. Ça y est, c'est passé. Et est-ce que la salle réagit pareil? C'est ça aussi? Non, je pense qu'ils ne le sentent pas parce que je fais rire avec ça. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé d'utiliser le rire et de faire rire avec mes agressions et le viol que j'ai subi. Et j'ai choisi de faire ça pour un truc très simple. C'est que malgré l'agression, malgré tout ça, on doit continuer à rire. On doit récupérer le rire. Du rire jaillit la vie. Et surtout, c'est le message qu'on lance aux agresseurs. Vous ne nous anéantirez pas. On va quand même rire. On va se relever. Et donc, c'est ça que je veux faire. Et c'est ce que je fais. Et j'y arrive. Et la première fois que j'ai joué ce spectacle sur scène, j'avais très peur parce que je ne savais absolument pas comment allait réagir la salle. Et évidemment, avant cette première, je suis allée voir ma mère, ce qui a été très dur, pour lui dire, maman, assieds-toi, il faut que je te parle d'un truc dont je t'ai jamais parlé, qui est arrivé il y a longtemps. Je vais bien, mais ça m'est arrivé. Et ensuite, je suis allée voir mes enfants, encore plus dur, pour leur dire, avec des mots qui correspondent à leur âge, pour leur et très rapidement aussi. Pas du tout de asseyez-vous, il faut que je vous parle. J'ai voulu volontairement le mettre dans une conversation comme ça pour en faire un non-événement. Ouais. En fait, je vous ai pas dit dans mon spectacle, je parle de ça, de mecs qui ont été super méchants avec maman, et tout va bien, mais là, je voulais que vous le sachiez, si jamais vous en entendez parler. Ah bon, ok, d'accord, voilà. Pour que ça rentre et que ce soit pas un événement. Ma mère, il lui est pas arrivé ça, c'est grave, tu vois. J'avais vraiment besoin qu'il le sache, parce que je voulais pas qu'il l'apprenne. Et du coup, c'est vraiment passé comme ça. Avec maman, ça a été plus compliqué, parce qu'elle La culpabilité? je pense un peu, évidemment, comme n'importe quelle mère, en disant, 1, j'étais pas là, 2, j'ai rien vu. Mais je lui ai dit, tu n'y es pour rien, j'ai tout caché. Tu es maman de 2 garçons. Comment tu leur parles des femmes? Parce que la sensibilisation à la cause des femmes, ça commence par l'éducation, je trouve. C'est essentiel. Je leur explique que c'est la même chose. Et pour autant, alors que je leur explique que c'est la même chose, je leur apprends, là j'ai un enfant qui a 16 ans, donc on est sur le consentement, je lui dis, voilà, je lui explique qu'il y a des filles qui vont pas dire non, mais je lui dis, t'es assez intelligent pour ressentir une fille qui n'a pas envie, et qui fait ça parce qu'elle ose pas dire non, et que tu vas le ressentir. T'es un mec brillant, tu sais bien si une fille a envie d'aller au cinéma avec toi et qu'elle est hyper contente, qu'elle dit ouais, ou elle te dit je sais pas. Je dis voilà, utilise ton intuition. Et si tu vois, si toi-même tu te doutes, tu te dis tiens, c'est bizarre, il y a un truc chelou, pose la question. Je lui ai aussi expliqué quand il était un peu plus jeune, je lui ai dit voilà, t'arrives à une époque où les filles vont avoir leurs règles. Assieds-toi, je vais t'expliquer ce que c'est que les règles, c'est pas sale. Et donc je lui explique. Que c'est un truc de mammifère, que grâce à ça, c'est des œufs qui tombent et machin. Il me regarde et me dit ah bon, c'est ça? Je dis oui, bon voilà, fin du truc. Donc je lui ai même dit si un jour, tu vois une jeune fille dans ton collège à qui c'est arrivé, parce que ce premier jour peut arriver en plein milieu d'après-midi, tu vois qu'elle est gênée parce qu'elle a du sang, t'enlèves ton sweat, tu lui donnes, elle pourra le mettre autour de la taille. Voilà, comporte-toi comme ça. Ça, c'est la classe. Et il m'a dit je te jure, maman, je le ferai. Voilà. C'est vrai que c'est la classe. Quels sont les progrès que tu attends dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes? Qu'on se pose même plus la question. Qu'on soit tous traités pareil, au même niveau, en fait. C'est ça. Dès le départ. Déjà, dans la Constitution, j'aimerais bien, c'est symbolique, mais j'aimerais bien qu'on enlève la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'aimerais qu'on arrête de parler de la Déclaration des droits de l'homme, parce que j'aimerais que ça soit les droits des humains. Oui. Parce que dans le monde entier, c'est les human rights, les droits des humains, mais en France, c'est les droits de l'homme. Et on nous a vendu l'histoire du grand H, que le mot homme voudrait dire homme et femme. Non, homme, ça veut dire homme, femme, ça veut dire femme. C'est 2 genres. Et le mot qui englobe ces 2 genres, c'est le mot humain. Ça c'est purement symbolique. Après, il y a des choses, je pense, évidemment plus importantes. Et j'aimerais que, si j'avais une baguette magique, je voudrais, avant même le salaire, avant, le plus important pour moi, c'est les violences faites aux femmes et les féminicides. Oui. Les femmes sur qui on cogne tous les jours en France, et tous les 2 jours en France, une femme est tuée par son conjoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un mec tape son voisin de palier, il prendra plus cher, il ira plus vite en prison que s'il tape sa femme. Parce que taper sa femme, c'est moins grave. Alors l'humour, ça permet de faire passer beaucoup de choses, mais est-ce que ça permet aussi de toucher plus de monde, notamment les mecs, plus facilement sur des causes qui leur passent des fois un petit peu par-dessus la tête? Oui, et puis en plus, moi je vais être très honnête, moi je comprends
pourquoi ça leur passe au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'avant d'agresser les hommes pour dire oui, vous vous en foutez, machin, etc., il faut essayer de... Moi, par hasard, j'ai compris pourquoi les hommes ne se sentaient pas impliqués. Mais complètement par hasard. Il se trouve que quand Laura Flessel a été élue au sport, Ouais. j'ai appelé ma meilleure amie, qui se trouve être martiniquaise, et donc noire. Et je l'appelle, je dis, tu te rends compte, Flessel au sport, la classe, une meuf et tout, trop bien. Elle me dit, oh, oui, en plus elle est noire. Et moi je réponds, ouais, enfin ça, on s'en fout. Et elle me dit, non, on s'en fout pas. Et là je me dis, tiens, là j'ai touché un truc. Pourquoi est-ce que moi je m'en fous ? Moi, le racisme, évidemment, je suis contre. Je suis pas raciste. Je suis la première à me battre pour l'égalité. Mais j'ai l'impression que le racisme en France, c'est pas bien, mais ça va. C'est pas mon combat. Moi, j'ai jamais vécu le racisme. Donc, je sais pas ce que c'est que le racisme au quotidien. J'en ai une idée comme ça idéologique. Mais c'est comme les hommes ne savent pas ce que c'est que de marcher dans la rue. En ayant peur, en regardant, en surveillant, baissant sa musique, machin. Tout ce qu'on vit, nous, qu'on fait naturellement avec cette peur de l'agression, avec ce truc, les hommes passent complètement à côté. Et c'est pas de leur faute. Mais l'humour, ça permet aussi de toucher plus de monde. Bah, ça te permet de toucher les hommes parce que ça les fait marrer comme les autres. Et puis parce qu'il y a plein d'hommes qui aujourd'hui se sentent agressés par le féminisme. Et qui sont exclus, rejetés, parce qu'il y a une parole féministe très violente. J'ai entendu des féministes dire « tous les hommes sont des agresseurs ». Il y a des féministes qui le pensent. Moi, c'est pas mon cas. C'est caricatural. C'est pas caricatural, c'est ce qu'elles pensent. Moi, je suis pas contre... On parle souvent des féministes extrémistes et on dit « oui, quelle est votre position ?» Je dis « dans un mouvement, il y a toujours des extrêmes. » Moi, je parle souvent du mouvement pour la liberté des hommes noirs et l'égalité des droits entre les noirs et les blancs aux États-Unis. Il y avait Martin Luther King qui prenait justement le fait qu'il fallait être pacifiste, et vous aviez les Black Panthers qui étaient ultra violents. Ils voulaient la même chose. Et c'est ces deux mouvements qui ont obtenu ça. Donc, il y a des mouvements, voilà, des filles qui n'en peuvent plus et qui sont dans cette rage. Et moi, je les comprends. Parce qu'il faut aussi comprendre pourquoi on atteint ce niveau de rage. Et quand vous en arrivez là, il faut aussi comprendre pourquoi. Et je comprends qu'il y ait des hommes qui, du coup, ne comprennent pas. Donc, moi, j'essaie d'apaiser. Je suis un peu à ce milieu-là, à dire à tout le monde, venez, viens, avec l'humour, on va essayer de se marrer ensemble, de retrouver un peu d'humanité et d'avancer. Parce que la haine, ça aide pas souvent. Ton spectacle actuel, c'est un spectacle que tu produis toi-même, faute d'avoir trouvé une productrice, parce que t'en avais marre d'avoir un producteur. Non, c'est pas faute de trouver une productrice. C'est parce que j'avais envie de me produire et que j'en avais marre qu'on me dise non. En fait, il y a un axe féministe, et surtout que j'ai vu à un moment donné, que pourquoi est-ce que j'aurais besoin pourquoi je me ferais pas confiance à moi ? Souvent, c'est un truc de meuf, ça, mais de se dire, avant de trouver quelqu'un qui ait confiance en moi et qui va miser sur moi, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui mise sur moi. Non, je vais miser moi sur moi. Alors, sur un autre sujet, je crois que tu te déplaces souvent en vélo à Paris. Oui. C'est par conscience écologique ou parce que c'est plus pratique ? C'est une très bonne question. J'étais en scooter, donc j'avais pas vraiment l'impression de polluer qu'un scooter, mais malgré tout, je polluais quand même un peu. Et mon arrivée au vélo, elle est venue par la difficulté de circuler. Et c'est chouette parce que je trouve ça très agréable de circuler à vélo. Vraiment. J'ai un vrai plaisir, sauf quand il pleut, c'est compliqué. Et du coup, là, je suis devenue vraiment chiante parce que la pollution à vélo, on la ressent vraiment fort. Alors, tu as un peu parlé de l'alimentation, qui était un sujet qui te concernait. Je sais que tu fais attention à ton alimentation. Et une fois, quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé, ça m'avait passionné, de la théorie du cornflakes. Est-ce que tu peux la raconter à nos auditeurs ? Et je l'ai mis dans mon spectacle que je joue au Grand Rex. Je l'ai mis dans mon spectacle actuel qui s'appelle El Vino Veritas. L'histoire des cornflakes qui est vraie. C'est un médecin qui s'appelle le docteur Kellogg's et qui a un sanatorium. On est au début du 19e siècle. Et dans son sanatorium, il a décidé de guérir les patients de la plus grande maladie, selon lui, du siècle, la masturbation. Il veut que les gens arrêtent de se masturber. Et donc, les familles envoient des femmes qu'on considère hystériques parce qu'elles se sont masturbées, ou des hommes, souvent on va dire homosexuels, ça va avec, pour essayer de les soigner. Donc, c'est pour vous dire l'espèce d'eugénisme de l'époque. En gros, c'est les féministes et les homosexuels qui sont envoyés là-bas. Et pour les soigner, donc il va avoir des méthodes terribles. Et pour les nourrir, il les nourrit avec cette invention qu'il a fait, c'est ce médicament qu'il appelle les cornflakes, et qui est un nutriment qui n'a aucune valeur énergétique, qui n'a pas de goût, qui va couper les saveurs, qui va couper l'envie et le plaisir de manger. Et c'est grâce à ça qu'il va, soi-disant, soigner ça. Et son frère voit ça et se dit, ce truc dégueulasse qui sert à rien, coûte rien à produire. Ça n'a aucun avantage nutritif, faut voir ça. Et il dit, si je rajoute du sucre, je suis sûre que je peux le vendre.
Et du coup, il va le mettre du sucre dedans. Le frangin, l'autre dingue, ne veut pas parce qu'il veut pas de sucre, il veut pas de plaisir. L'autre rajoute plein de sucre, va monter la Kellogg's Company, devenir ce qu'on sait. Inonder le monde entier avec ses cornflakes. Et il va réussir même à inventer le petit déjeuner qui n'existe pas parce qu'à l'époque, on mange salé. On déjeune, on break le jeûne de la nuit, puisque pendant la nuit, on jeûne et on déjeune. Donc on remange, c'était ça le petit déjeuner. Hein. Et lui, il va inventer une fausse revue médicale. Et il va payer une nutritionniste qui va inventer cette phrase qu'on connaît tous, qui vient donc du fin fond du début du 19e siècle. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Tout le monde connaît cette phrase, elle vient de là. C'est une pure invention marketing qui va marcher. Et tout le monde va manger des cornflakes pensant faire du bien à son corps. Et c'est ça que je trouve l'escroquerie. Parce qu'encore, quand vous mangez quelque chose que vous ne connaissez pas, bon, vous pensez, si vous mangez vous buvez, je sais pas moi, des boissons gazeuses, des trucs, vous savez bien que c'est pas bon. Mais il y a certains cornflakes, vous les mangez en disant, c'est des céréales, ça fait du bien à mon corps et tout, et c'est pas vrai. C'est une hérésie. Mais ça, c'est des mecs qui se sont dit, on va gagner de l'argent grâce à ça, et ça a marché. Donc voilà, maintenant je le dis, si vous mangez des cornflakes, sachez que c'est un remède contre la masturbation, et vous verrez, vous les mangerez plus jamais pareil. Paf, 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 le loup. La question poil à gratter. Alors, qu'est-ce qui t'empêche pas de dormir mais gâche un peu le goût de tes plaisirs ? En gros, quelle est la cause qui n'est pas essentielle, majeure, mais qui mériterait quand même qu'on s'y attarde un peu plus ? Ma cause essentielle et majeure, c'est les violences faites aux femmes. Donc, on me propose souvent de marrainer beaucoup de choses, d'autres choses qui me touchent. Et je dis, en fait, j'y arriverai pas. Je veux être focus sur la cause que j'ai choisie. Mais il y en a une autre qui m'empêche pas de dormir, qui m'empêche quand même à dormir, c'est l'écologie. C'est voir la pollution, voir les océans de plastique, de voir toujours la surconsommation. Parce que, en tant que maman, notamment, je me dis, mais quel monde je laisse à mes gosses ? Dans quoi ils vont vivre ? Alors, je souhaiterais parler maintenant du rôle des personnalités publiques dans la société. Est-ce que tu penses que lorsqu'on est exposé publiquement, c'est important de prendre position ? Et est-ce qu'on te le demande parfois ? Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Moi, j'ai choisi de prendre position sur cette cause qu'est le féminisme et d'utiliser l'humour pour ça. Parce que je pense que c'est ma vision de l'artiste, que quand on prend la parole sur scène, on peut utiliser sa parole. Après, c'est ma position, elle n'engage que moi. Ouais. Et d'ailleurs, je vais préciser quelque chose de plus important aussi, c'est que j'ai choisi d'être humoriste. Donc j'ai choisi de faire rire les gens. Si je voulais être activiste, si je voulais être politicienne, j'aurais choisi autre chose. La voie que j'ai choisie, c'est l'humour. Donc mon premier objectif, c'est de faire rire les gens. Et c'est un objectif que j'estime essentiel aujourd'hui. L'humour est une de mes façons de me désangoisser. Si je rigole pendant 10 minutes en écoutant des trucs drôles, je vais mieux après. Quelle a été ta plus belle rencontre dans tes engagements, une personne qui t'a marqué ou inspiré ? Il y a plusieurs. Je dirais peut-être Robert Badinter. Je l'ai rencontré, qui nous a quittés, et qui est la personne qui a réussi à obtenir l'abolition de la peine de mort en France. Et évidemment, je dis évidemment, c'est pas évidemment d'ailleurs, je suis contre la peine de mort, alors que je comprends qu'on soit pour, parce qu'on réagit avec ses émotions, et que évidemment, quand on vous dit quelqu'un qui a tué ou frappé, ou même avec des enfants, des choses comme ça, on dit franchement, le mettre en prison, ça fait... non, j'ai pas envie de payer, en plus avec nos impôts, pour maintenir ce mec en vie. Allez hop, on le supprime, mais... C'est humain de penser ça. Mais là, on doit réfléchir au nom de la société et ne pas descendre aussi bas que ces animaux-là qui font ces saloperies. Et en tant que société, être au-dessus de ces gens-là et prôner quelque chose de meilleur, de plus humain. Et voilà. Et c'est pas parce que quelqu'un se comporte comme le dernier des chiens qu'on doit nous aussi descendre à son niveau. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans ta rencontre avec lui ? Ce qui m'a vraiment frappé dans ce qu'on m'avait raconté Badinter, c'est qu'il nous avait dit que lui, jeune avocat, donc plaidait pour ses clients, eux risquaient la peine de mort. Et un de ses clients a été condamné à la peine de mort. C'est ce qui l'a marqué à vie. Et il disait, il y avait une tradition qui disait, donc ils étaient guillotinés. Donc je sais pas si vous aimez, guillotiner, c'est horrible. Couper la tête d'un être humain. Parce que quand on parle de barbarie, là, on coupe la tête d'un être humain. Quelqu'un de votre espèce. Et donc en tant qu'avocat, il doit assister à ça. Et même pour le client, il lui dit, il y a tous les gens qui assistent, ces gens qui me détestent, je vais monter à l'échafaud, voilà, c'est mon avocat, donc il y va. Et il voit cet homme marcher, quand même le dernier des chiens, mais un être vivant, face à la mort, marcher, poser sa tête, voir la lame tomber, la tête tomber, rouler, le sang, enfin, un acte de barbarie absolue qui va le traumatiser.
Et il va dédier sa vie à ce combat-là qui est, et notamment il nous l'a dit, qui était aussi de sauver les jeunes avocats que nous étions, De pas à pas revivre ça. revivre ça. Et il a dit, je suis heureux parce qu'aucun de vous ne va vivre ce que moi j'ai vécu. Et franchement, si parmi nous, il y en avait des jeunes avocats qui l'avaient entendu ce jour-là, c'était un dîner, j'avais gagné un concours d'éloquence et donc il nous avait reçus. Et ce dîner m'a frappée parce que la sagesse de cet homme était magique. Et je me suis dit, s'il y en avait encore un qui était pour la peine de mort après l'avoir entendu, on s'est dit, ah, ok, voilà, c'est pour ça. Et c'était magnifique. Je pensais que tu allais me parler de Gisèle Halimi aussi. Oui, c'est vrai. Gisèle Halimi, c'est la personne qui m'a donné envie d'être avocate parce qu'au départ, je pense que c'est le bon chemin pour faire changer les choses. Être avocat est une bonne chose. Je l'ai dit, Robert Badinter a obtenu la modification de la loi. Grâce au combat d'un avocat qui se bat dans les prétoires, la loi va changer. Gisèle Halimi, la même chose. Gisèle Halimi, elle va obtenir un changement de loi important. Grâce à elle, l'avortement, qui était illégal en France, devient légal. C'est son combat, c'est parce qu'elle gagne ça dans les prétoires qu'ensuite la loi est changée. C'est aussi un deuxième combat, Gisèle Halimi, le viol, qui jusqu'en 1980 est un délit. Je rappelle qu'en France, il y a 3 degrés. Ce qui n'est pas grave, c'est les contraventions. Ce qui est grave, c'est les délits. Ce qui est super grave, c'est les crimes. Okay, le viol, c'est un délit. C'est pas un crime. Et grâce à Gisèle Halimi, parce qu'elle va se battre avec 2 jeunes femmes belges qui vont être violées par 3 mecs dans les calanques de Marseille, elle va se battre avec ces 2 femmes qui vont pas lâcher. 2 femmes qui vont être, la presse et tout, franchement, un courage absolu de ces 2 jeunes femmes. Grâce à ça, les lois vont changer, ça va passer aux criminels. Et maintenant, grâce à elle, le viol est un crime. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou. Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors, pour finir cet entretien, je vais te poser quelques questions rapides. Tu vas me répondre un peu du tac au tac, ce qui te vient et ce qui résonne en toi. Si je te demande un artiste, un film ou une pièce de théâtre qui t'a bousculé. Jacqueline Maillan, Croque-Monsieur. Parce que dans cette enfance où je suis trop, où je me sens pas à ma place et je souffre, où j'essaye de devenir timide pour être comme les autres, j'y arriverai pas évidemment. Un jour, il y a mon grand-père qui me met une VHS toujours dans les Vosges, mais de Jacqueline Maillan, Croque-Monsieur. Je vois cette femme sur scène qui fait rire tout le monde. Et c'est la première femme, qui va me donner l'autorisation. Enfin, je l'ai pas encore, ça va, mais dans mon subconscient, ça rentre. C'est ma première autorisation que être comme elle, c'est possible. Et c'est pas dramatique, et c'est pas illégal, et c'est pas mal. Et il y a une voix, en tout cas. C'est une des premières humoristes femmes en France, non ? Oui, alors je sais pas si on peut la qualifier... Enfin oui, humoriste, en tout cas, elle c'était même la Maillan, c'est pour dire, en 2 générations, comme on oublie les gens, et aujourd'hui, les jeunes générations, ça va absolument pas qui c'est. Et c'était la Florence Foresti de l'époque. Le pire comportement macho auquel tu as été témoin ? Je sais pas où s'arrête le machisme, parce que le pire comportement, évidemment, c'est le viol, ou les agressions sexuelles. Mais sinon, je dirais, pour rester un truc un peu plus léger, c'est mon premier stage. Donc je sais pas quel âge j'ai, mais je suis très jeune, je dois avoir 18-19 ans. Je suis plutôt très jolie, blonde, voilà. Et puis j'adore m'habiller hyper féminine, voilà. Et je suis hyper fière d'être dans ce stage de la cabinet d'avocat. Et un soir, mon patron vient me voir et me dit, ce soir on dîne ensemble. Je dis ah non, ce soir je suis désolée. Merci beaucoup, mais ce soir je suis désolée, j'ai déjà un dîner, je peux pas. Et il me dit, je crois que t'as pas compris. T'es en stage dans mon cabinet, donc ce soir on dîne ensemble. Et là, je comprends que le repas, c'est moi. Et là, je fais ah, pardon, je savais pas. D'accord, bien sûr, on dîne ensemble, aucun problème. Mais du coup, vous allez rentrer tard. Pour votre femme, vous voulez qu'on fasse comment ? Vous voulez que je l'appelle pour la prévenir ou vous voulez préférer que ce soit vous qui le fassiez ? Et là, je m'arrête, je le regarde droit dans les yeux et je souris. Et là, je vois que le mec s'est dit, elle va appeler ma femme. Et donc, j'ai perdu le stage, j'ai été virée. J'ai pas été dîner, évidemment. Et je me suis dit, je pense que j'ai aidé la prochaine parce que quand une fille vous répond comme ça et fait ça, je pense qu'après, vous y allez peut-être... Voilà, donc je pense que c'est aussi aux femmes de dire stop à ces comportements pour s'aider, s'entraider, pour qu'il y ait plus de sororité. Ta punchline féministe préférée ? Je porte plus de soutif depuis 4 ans. Et plein de gens me font des réflexions. Ah bon ? Des femmes, des hommes, vraiment, des trucs complètement dingues. Et même violent. Parfois, une femme m'avait dit vous ne viendrez pas vous plaindre quand vous ferez agresser. Et à chaque fois, je réponds la même chose. C'est ma punchline préférée. Mes seins, mon corps, mon choix, ta gueule.
Après les sex toys, le prochain cadeau que tu vas offrir à ton public, ce sera quoi? Je suis en train de bosser là sur un truc qui me fait un peu kiffer. C'est des sondes de périnée pour muscler son périnée, pour avoir des orgasmes plus forts et pour éviter les fuites urinaires dont on nous parle, qui vont arriver je sais pas quand. Et ce truc-là que je trouve terrible, c'est un peu comme les couches, tu vois, cette sonde, je trouve abominable et qui fait pas rêver. J'ai envie de la rendre très ludique, je sais pas, je cherche un moyen de rendre ce truc ludique pour que ça ne soit pas honteux et que ça devienne joyeux. Avant de se quitter, parle-nous de ton actualité. Vas-y, c'est l'instant promo. Je crois qu'il y a ton spectacle In Vigno Veritas. Mais j'imagine que tu as déjà plein d'autres projets dans la tête. Le spectacle est en tournée. Alors, tournée en France, tournée aux États-Unis également, au Québec. Ouais, c'est un gros. Je suis très heureuse d'aller porter ma parole aux États-Unis. Quand on a signé la tournée aux États-Unis, c'était pas comme maintenant. Et du coup, au début, je me suis dit, mon Dieu, avec tout ce qui se passe. Et en fait, je me suis dit, bah oui, c'est même maintenant qu'il faut y aller. Et donc j'écris une pièce de théâtre, ça y est, je me suis lancée dans ce nouveau projet pour mettre en scène et j'ai très envie dans ce projet d'écrire une pièce qui parle aux ados, aux enfants et aux parents sans que les uns et les autres s'ennuient. Parce qu'aujourd'hui, moi quand je vais au théâtre avec mes ados, soit c'est moi qui m'ennuie, soit c'est eux qui se font chier. Donc j'aimerais un truc qui parle aux deux, à peut-être des niveaux différents de lecture. Merci Caroline, Avec merci plaisir. Infiniment. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode. Mademoiselle Pitchoner est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aller découvrir tous les invités qui m'ont fait l'amitié de venir à mon micro. Et je vous dis à très bientôt. C'est quand même mieux d'être interviewé par une femme. Ouais. Non, en plus, c'est même pas vrai parce que franchement, ça dépend des hommes.